Et je voudrais qu'on revienne maintenant sur ces nouvelles informations concernant l'explosion du barrage, l'explosion du fameux barrage. Et on l'a vu, ça joue un rôle direct dans cette contre-offensive, puisque les Russes, d'une certaine manière, sont peut-être arrivés à leur fin. C'est-à-dire qu'en inondant la zone, ils l'ont rendue impraticable pour être un front de contre-offensive pour les Ukrainiens et peuvent donc redéployer leurs troupes. On a vu, c'est ce qui se passait en ce moment. Et bien voilà que d'une part de nouvelles images et d'autre part de nouvelles informations viennent confirmer, s'il en était besoin, qu'il y a bien eu sabotage. Qu'il y a bien eu sabotage et qu'il y a bien eu sabotage du côté russe. Vous allez découvrir ces nouvelles images et ces nouvelles informations. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Ce sont d'abord des images inédites qui confirment la thèse du sabotage. Oui, les témoins de la scène ont expliqué avoir entendu et ressenti 2 explosions dans la nuit du 6 juin. Eh bien, les premières images entre la première et la deuxième détonation viennent de nous parvenir et elles laissent effectivement peu de place au doute. Regardez, on voit le barrage de Kakhovka ici, en partie déjà détruit, et regardez juste à droite cette coupure nette, précise au niveau de ce bâtiment. La cassure est tellement précise qu'il ne peut s'agir que d'une explosion et spécifiquement des explosifs placés à l'intérieur du barrage. Si le barrage avait cédé en raison d'un trop-plein d'eau, la destruction aurait été bien plus irrégulière. Cela écarte au passage la piste du missile tiré, d'une attaque de drone ou encore d'une frappe d'artillerie. Sur ces mêmes images, regardez, quelques secondes plus tard, on découvre d'ailleurs la deuxième explosion à gauche. La voici, on ne voit ni missile, ni drone, ni même une frappe d'artillerie. C'est de l'intérieur que le barrage semble avoir de nouveau explosé. Cette coupure nette, on la constate aussi dans d'autres images prises par un drone. Nous sommes à l'intérieur du barrage de Kakhovka, quelques jours après la destruction. Et regardez, la cassure à partir de cette porte est très précise. Et les images que vous nous montriez, ce sont donc des images de nuit. Ça s'est passé la nuit, des images d'une caméra de vidéosurveillance. Et voilà que nos confrères du New York Times, on y revient encore une fois, enfoncent le clou avec une autre information qui permet de comprendre le scénario, qui permet de comprendre ce qui s'est passé, en particulier où a été posée la charge. Oui, le quotidien américain a pu établir où les charges explosives ont pu être placées. Au plus profond du barrage, explique le quotidien, se trouvait un talon d'Achille. Et parce que le barrage a été construit à l'époque soviétique, Moscou avait chaque page des dessins techniques et savait où il se trouvait. Ce talon d'Achille, David, le voici. Il s'agit d'un passage souterrain dans les profondeurs du barrage, en dessous du niveau de l'eau. Nous sommes dans les fondations du bâtiment et c'est ici, dans ce passage, que les explosifs ont été placés, selon les journalistes américains. Ce passage, regardez, il est creusé autour de la structure en béton, celle qui maintient toute la solidité du barrage de Kakhovka. Les ingénieurs interrogés qui ont pu consulter les plans du barrage sont catégoriques. Ce passage était l'endroit parfait à toucher pour déstabiliser l'ensemble de l'édifice. Des explosifs dans la galerie, explique Grégory Becher, professeur américain d'ingénierie. Cela expliquerait beaucoup de choses. Une grande explosion détruirait toute la structure en béton. Dernière preuve accablante, ce passage est accessible par la salle des machines à côté du barrage. Et cette salle n'était pas accessible par les Ukrainiens. Ajoutons également que ces explosions se sont produites ici, dans la partie est du barrage, la partie contrôlée par les Russes. Voilà, c'est presque un cold case. C'est une enquête comme pour un crime. On enquête pour savoir exactement quelle est l'arme du crime. Eh bien, l'arme du crime, ce sont des explosifs. Encore fallait-il savoir où ils avaient été placés. Est-ce que ça indiquait sur la nature du coupable? Qu'est-ce qu'on apprend, Je pense que Dominique? cette enquête illustre parfaitement ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire le travail de journaliste pour prouver les choses. Parce que, souvenez-vous, dès le premier jour, les commentateurs militaires vous disaient à peu près la même chose. C'était des déductions plutôt, c'était un raisonnement d'une certaine manière. En fait, oui, là on apporte les preuves. Nous, la déduction, c'était quoi? Le barrage est sous contrôle russe, donc voilà. Deuxièmement, ces barrages de type soviétique, comme beaucoup d'endroits, même en Europe occidentale, sont préparés pour la destruction. C'est-à-dire que le tunnel qui passe en dessous
les Russes avaient probablement le plan en disant, là, il faut passer 25 kilos ici, 40 kilos, 100 kilos, 50 kilos, enfin bref. Attendez, préparé pour la destruction. Bien sûr, préparé pour la destruction. Avez-vous déjà souvent voyagé en Suisse ? En Suisse, vous avez tous les tunnels, tous les ponts ont les endroits préparés pour les explosions. Et ils sont très visibles. Et c'était le cas... En cas d'invasion. Voilà, en cas d'invasion. Et c'était le cas en Europe occidentale avant les années 90. Tous les ponts en Allemagne avaient les endroits prévus et les sapeurs avaient la charge à mettre. C'est-à-dire qu'on préparait tellement les choses qu'il n'y avait qu'à arriver avec les 100 kilos d'explosifs, les placer à cet endroit-là, l'endroit fragile, et le faire sauter. Donc les Russes avaient parfaitement toute cette connaissance du sujet. Et donc la destruction telle qu'elle a été faite là est une destruction préparée à l'avance, dans laquelle peut-être les charges avaient été positionnées depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, et il suffisait de faire sauter les charges au bon moment, c'est-à-dire au moment où les Russes sentaient que l'offensive arrivait, que donc il fallait mettre un plan de défense en œuvre. La défense, c'était quoi ? L'inondation, pour empêcher les Ukrainiens de prendre cet itinéraire-là, et du coup libérer des forces russes, dont nous parlions tout à l'heure, pour constituer une réserve ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Donc, ce que je veux dire dans ce qui nous est présenté là, c'est que ça illustre le travail de journalistes d'enquête pour apporter les faits là où l'analyse militaire l'a porté, j'allais dire, dès le premier jour. C'est ça. Vera, un mot ? Dès le début, en fait, on voyait pas mal des signes qui nous montraient que ça pouvait être l'opération préparée par le Kremlin. Maintenant, on a plus d'éléments, on a de vraies preuves. Merci aux journalistes. Effectivement, je joins ici le général à fond. Mais même avant ça, on pouvait supposer que ça s'inscrivait très bien dans la stratégie de Poutine. Il y a plusieurs études sur sa personnalité, sur la façon comment il prend les décisions. Et le sabotage comme ça, c'est quelque chose qui peut être en calcul militaire. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un débat sur ce plateau, est-ce que c'est en calcul militaire ou non ? Maintenant, on voit que c'était en calcul militaire. C'était pour arrêter, freiner ou même bloquer l'offensive ukrainienne dans cet endroit pour transférer les effectifs, plusieurs milliers, sur le front de Zaporizhzhia. Ce qui est frappant, c'est que contre l'évidence, les Russes continuent à dire l'explosion de ce barrage est scandaleuse et c'est évidemment le fait des Ukrainiens. C'est aussi le calcul. Ils le font depuis des débuts. Si on se rappelle bien, c'était la stratégie des débuts de cette guerre d'accuser les Ukrainiens, qui sont les Ukrainiens qui bombardent Donbass. Ils le disent depuis 10 ans et ça ne les gêne pas qu'il y a les faits qui contredisent à 100% et qui ne sont juste pas illogiques. Donc, et d'ailleurs, Poutine, je voulais juste souligner ça, il a presque avoué lui-même que cette barrage c'était une opération russe quand il a rencontré les 1000 blogueurs il y a quelques jours au Kremlin. Il a dit que grâce à cette explosion, l'offensive ukrainienne va s'arrêter dans cet endroit. Il a presque avoué que c'était bénéficiant pour le côté russe. Donc c'est quelque chose qui paraissait assez logique si on connaît bien la nature du régime de Poutine, et ça peut nous donner aussi les idées, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en futur, parce que ce type de sabotage, ils sont malheureusement dans la stratégie de Poutine. Oui, ce qu'il peut faire dans le futur tout en tenant un discours sans aucun rapport avec la réalité. On se souvient que Boutcha, il a toujours considéré que les massacres de Boutcha étaient une mise en scène ukrainienne. Et il faut garder ça en tête. Vincent. Ça s'inscrit dans la logique du réflexe pavlovien, pour le coup, qui consiste à incriminer l'autre, à lui imputer les crimes que l'on a soi-même commis. Souvenez-vous, il y avait des accusations de missiles HIMARS. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à tordre le cou à cette chimère, puisqu'on pouvait montrer qu'un ouvrage de cette densité ne pouvait évidemment pas être ébranlé par un tir de missile. Il aurait fallu un pilonnage intensif de plusieurs jours. Ça, on avait pu émettre déjà ces hypothèses au début. Mais souvenez-vous, il y avait aussi des doutes chez certains scientifiques réputés neutres qui se disaient, mais au fond, est-ce qu'on ne paye pas là les coups de boutoir successifs, plus l'usure naturelle d'un ouvrage d'art qui peut-être n'a pas été entretenu comme il aurait dû être. Donc là, maintenant, voilà, et on revient